Cacher ce racisme que je ne saurais voir, ou cacher ce racisme systémique que je ne saurais voir. C'est ce qui m'est passé par la tête pendant la fin de semaine dernière, à l'issue de ce congrès du Bloc québécois, où le chef a fait toute une sortie, mais out of the blue, pour parler bon québécois, pour demander à ce que le racisme systémique soit sorti, qu'on retire du débat public la question du racisme systémique. Et j'étais en train de penser à un texte. Quand je suis tombé, il est toujours plus rapide. Quand je suis tombé sur la réaction de Frédéric Boiron, sociologue, vous êtes habitué avec Frédéric, et à ses sorties, pour souligner ce qui n'a pas été relevé dans la presse traditionnelle au Québec, parce qu'on a surtout capitalisé sur le score soviétique qu'a réalisé Yves-François Blanchet lors de ce congrès, lors de la rencontre du caucus. Donc, aujourd'hui, en face à face, on va discuter avec Frédéric Boiron, avec le professeur Boiron. On va d'abord commencer méthodiquement par la question du racisme, ensuite le racisme systémique, donc relever les nuances pour arriver à ce débat qui, à la fois, empoisonne la société québécoise, mais en même temps, qu'on veut éviter, dont on veut faire l'économie. Frédéric Boiron, bonjour, le plaisir de te retrouver. Bonjour Pierre-Emmanuel, merci de l'invitation. C'est très agréable de jaser avec toi. Frédéric, on va d'abord commencer, et ça c'est le réflexe du prof en nous, on commence par le b.a.-ba, c'est-à-dire le racisme. Qu'est-ce que c'est? En fait, le problème qu'on a avec le mot lui-même, c'est un mot, comme d'autres mots qu'on veut éviter de dire aujourd'hui, c'est un mot en réalité, si on voulait faire le procès du mot, on le ferait. Parce qu'en réalité, on peut dire qu'il ne peut pas avoir de racisme dans la mesure où les gens, tous les humains font partie d'une seule race, de la race humaine. Donc, puisqu'on est pris avec le mot, on vit avec. Donc, il y a des mots avec lesquels nous sommes pris et on vit avec. Alors, ce qu'on va entendre aujourd'hui, ce sont des gens qui vont parler de personnes racisées. Et là, la sémantique est extrêmement importante. Ça veut dire que ce sont des gens qu'on classe dans une autre race. Donc, où on préfère classer des gens en fonction de leurs origines ou de la couleur de leur peau dans une sous-catégorie de la classe humaine. Donc, on va les raciser. On va les mettre dans un coin, dans une autre catégorie de citoyens, si on veut. Donc, ce sont des expressions avec lesquelles nous devons composer, mais qui sont lourdes de conséquences parce qu'en réalité, ça fait partie de tout un discours qui a existé dans le temps de la colonisation, même avant, dans toutes sortes d'écrits. Le Code noir, par exemple, qui classe les Noirs, non pas comme... Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que le Code noir classe les Noirs comme des meubles. Moi, je crois qu'il les classe comme du bétail. C'est ça. En Amérique, les Noirs sont arrivés en Amérique comme bétail. Donc, ils sont arrivés à Saint-Domingue comme bétail pour travailler la terre, pour travailler contre rien. Donc, comme les animaux, comme les chevaux, comme les mules. Donc, de là, des expressions, encore une fois, avec lesquelles nous sommes pris, comme le mot mulâtre. Donc, qui a rapport aussi à cette animalisation de noir. Et il faut, comme tu l'as souligné, Frédéric, il faut dire que la question du racisme est arrivée effectivement avec l'esclavage. Maintenant, quelle différence? Tu as établi la différence entre racisme et racialisation. Tu sais, personnes racisées, catégorie racisée. Quelle différence maintenant établir entre racisme et racisme systémique? D'abord, on a parlé du racisme, prenons le systémique.
précisons que il y a une nuance importante à faire. Quand on parle de quelqu'un qui est ou qui se dit raciste, c'est une idéologie profonde que la personne croit fermement que l'autre est inférieur. Ou, Pierre-Emmanuel, et ça c'est aussi très important, ou que l'autre est supérieur. Très bien. En fonction de son appartenance ethnique ou en fonction de la couleur de sa peau. Donc, il ne faut pas croire que les Blancs sont racistes en regardant les Noirs vers le bas. Il y a aussi un racisme du Noir qui regarde le Blanc vers le haut. C'est aussi important parce qu'en réalité, le résultat est le même. Il y en a un qui se croit supérieur ou il y en a un qui se croit inférieur. Donc, pour moi, cette facette du racisme où quelqu'un d'une communauté ou toute une communauté a choisi ou a été éduqué pour se considérer inférieur est tout aussi nocif qu'un groupe humain qui décide qu'il est supérieur aux autres. Donc, le racisme, c'est ça. Et cette réalité que tu évoques me fait penser rapidement au discours de Malcolm X de retour du pèlerinage de la Mecque, où justement, de cet extrême sentiment anti-blanc, pour lui, c'était par exemple revaloriser le sentiment personnel du noir dans la dynamique. C'est-à-dire, plus qu'une question de haine, c'était une question de valorisation. Oui, mais c'est important cette nuance que tu fais parce que le mouvement des droits civiques américains était à la recherche de droits. Et c'est là qu'ils sont arrivés, je dirais, en clash avec des personnages, des personnalités comme Malcolm X, qui disaient que ce n'est pas seulement que nous voulons des droits, mais quand nous voulons des droits, nous allons les prendre by any means necessary, mais aussi qu'il fallait faire une réflexion sur soi, comme noir. Et je ne dis pas que le mouvement des droits civiques n'avait pas fait cette démarche-là, mais ce n'était pas le point central de la démarche. Mais la démarche de Malcolm X, c'était une démarche de réfléchir sur soi. C'est un des premiers à avoir évoqué l'idée de parler de Toussaint Louverture, de la Révolution haïtienne dans les livres et scolaires aux États-Unis. Et c'est dans cette dynamique de valorisation de ce que nous avons fait dans l'histoire, de ce que les Noirs ont apporté. Exact. Revenons à ce qui nous intéresse, le racisme systémique. Alors, maintenant, pourquoi c'est important de faire cette réaction que j'ai eue et que tu te préparais à avoir par rapport à ce que Yves-François Blanchette a dit, qui a été révélé par, entre autres, Radio-Canada Info. Quand on parle de racisme, ce sont des individus qui se croient supérieurs ou inférieurs. Quand on parle de racisme systémique, moi je dis que la meilleure définition du racisme systémique, c'est François Legault qui l'a donné. François Legault, lors d'un hommage, des excuses, pardon, présentées à la famille de Joyce Echaquan, il a dit ceci. Les peuples autochtones ont vécu de la discrimination pendant des dizaines d'années. Ça a laissé des blessures profondes et des traces. Les blessures profondes, Pierre-Emmanuel, ce sont les impacts de toutes ces discriminations sur les Autochtones, qui font que les Autochtones sont craintifs et craintifs des organisations du système. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Joyce Echaquan. Mais je veux revenir à Joyce Echaquan plus tard. Maintenant, les traces. Les traces, c'est quoi? Mais c'est exactement ça, le racisme systémique. Le racisme systémique, c'est le fait que des racistes ont contaminé la culture des organisations. Et les organisations, même quand elles se débarrassent des racistes, eh bien, les traces, rappelons-nous bien du mot, hein, les traces laissées dans la culture de ces organisations
font que les gens continuent à travailler de la même manière sans jamais remettre les choses en question. Et les traces se transforment en réflexes. Les traces se transforment en réflexes, les traces se transforment en comportement, je dirais, inconscient. C'est ça. D'accord? Donc, on fait ça et quand moi, je travaille avec des organisations qui réfléchissent sur leur culture, je leur dis chaque fois que vous dites on a toujours fait ça comme ça, vous êtes probablement en train de répéter les traces que les racistes ont laissées dans votre organisation. Maintenant, Pierre-Emmanuel, quand je parle de racisme systémique avec des organisations de la société québécoise, je parle rarement des Autochtones, des Noirs. Et c'est là la réponse que j'ai donnée à Yves-François Blanchette. Je parle justement des traces qui sont restées dans la culture canadienne, dans le regard que les Canadiens anglais ont sur les Québécois. Et je parle des traces que les Québécois, des blessures, pardon, que les Québécois francophones ont reçues de cette période de discrimination que les francophones ont subie et comment ces blessures-là, tellement profondes, ont encore un impact dans leur rapport avec le Canada anglais. Et on n'a qu'à penser à un événement qu'on considère comme étant probablement l'élément déclencheur de la Révolution tranquille. C'est le président du CN à l'époque, qui s'appelait Donald Gordon. On est en 1962-1963. Il se présente au Parlement canadien et on lui demande, mais M. Gordon, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun Canadien français qui est cadre supérieur au CN? Et Donald Gordon de répondre, il n'y a aucun Canadien français assez compétent pour être cadre au CN. Alors, là, on a affaire à un propos clairement raciste. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, c'est clair. Pour lui, c'est terminé. Il n'y a aucun Canadien français qui peut être cadre supérieur parce qu'ils sont Canadiens français. Pour rien d'autre. Il n'a pas dit parce qu'ils n'habitent pas dans la région. Non, c'est clairement parce qu'ils sont Canadiens français, c'est tout. Il ne dit pas parce qu'ils ne parlent pas anglais, donc ils ne comprendront pas. Non, ils sont Canadiens français, point final. C'est un propos raciste. Maintenant, j'ai analysé l'évolution du CN à travers le temps, jusqu'en 2022. L'évolution du CN jusqu'en 1922, quelle est la place des Canadiens français? Je parle Canadiens français, mais aujourd'hui, c'est une expression, encore une fois, qu'on a un petit peu plus de difficulté à dire. On va parler de Québécois ou de francophones hors Québec, d'accord? Donc, on a d'autres expressions que Canadiens français. Donc, encore là, on évolue dans nos langages. J'ai regardé l'évolution de ça, et puis ce que je recherchais, c'était de comprendre quelles sont les traces qu'a laissées Donald Gordon dans la culture du CN. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, oui, il y a eu des cadres supérieurs au CN, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Et même, il y a eu un débat en 2022, et c'est pour ça que j'ai été intéressé à ça, à savoir combien de francophones siègent sur le conseil d'administration du CN. Eh bien, avant que Jean Charest décide d'aller se présenter à la course au Parti conservateur, bien, il était le seul francophone sur un CA de 19 personnes. Et quand Jean Charest a quitté ce CA pour aller à la chefferie du Parti conservateur, ben, on l'a remplacé par un autre francophone. Très bien. Donc, sur 19 cadres supérieurs du CN, il y a un francophone. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit que dans cet événement-là, comment est-ce que ça prend des décennies, comme disait François Legault dans le discours pour George Echaquan, ça prend des décennies pour effacer cette race-là. Maintenant, venons-en au déni. Et la question du racisme systémique, je me trompe, je ne pense pas me tromper, mais ou bien à peu près, le Québec est la seule province canadienne à ne pas reconnaître l'existence d'un racisme systémique.
En fait, je dirais le gouvernement du Québec. Oui. D'accord? Oui, Le gouvernement du Québec est le il y a des seul. institutions, il y a des villes, par exemple, la ville de Montréal La ville reconnaît. de Montréal Oui. reconnaît, il y a des organisations qui reconnaissent et tout. Il y a un problème là. Mais je veux répondre à ça. Mais avant d'y répondre, je veux te donner un regard sur le rapport de la coroner Kamel sur le cas de Joyce Echaquan. Je m'excuse de ne pas répondre à ta question tout de suite, mais pour moi, il y a une suite avec ce que je te disais. OK. Très bien. Ce que la juge Kamel va dire, et tout ça va tenir dans très peu de mots, dans à peu près une page, c'est le cœur du rapport de la coroner. Ce qu'elle va dire, elle va dire que lorsque Joyce Echaquan s'est présentée à l'hôpital de Joliette, au centre de santé de la Naudière, lorsqu'elle va se présenter, il n'y a pas de diagnostic qui est fait. On se fie sur le comportement qu'elle a pour se dire que si cette femme autochtone a ce comportement-là, elle est sûrement narcodépendante. Et on va la prendre en charge comme narcodépendante, ce qu'elle n'est pas. Donc, les gens de l'hôpital ont fait ce qu'on appelle un préjugé, un jugement porté d'avance Naturé. sur rien. Donc, on porte le jugement sur rien. Et on va soigner Joyce Echaquan sur la base de ce préjugé. Alors, c'est formidable de voir comment est-ce que justement, quand on parle de discrimination, quand on parle de racisme, de tout ça, on parle généralement d'un jugement porté d'avance. Et quand on va se rendre compte que Joyce Echaquan, ça veut dire qu'on n'est même pas rentré dans la base de données pour aller voir, parce que si tu vas dans un hôpital aujourd'hui, Pierre-Emmanuel, au Québec, moi je vais à la pharmacie, tout le monde sait ce que je prends. Le dossier, absolument, le dossier. Mon dossier est clair. Là. Quel que soit l'endroit où je vais, on ouvre ça, puis on a tous mes résultats d'examen, de tests, etc. Donc, on n'a même pas ouvert. Et là, quand on se rend compte que ça ne tient pas, on décide à ce moment-là que Joyce Echaquan est en état d'ébriété. Encore une fois, il n'y a aucun... Personne ne lui a fait souffler la balloune, rien. Donc, encore une fois, on va partir sur un autre jugement porté d'avance, sur le fait que c'est le comportement attendu de la part d'une femme autochtone. Sauf que ce qu'on doit se rendre compte, c'est que c'est le comportement attendu aussi par la culture de l'hôpital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui soignent Joyce Echaquan sont en train de poser un geste que personne autour d'eux ne les a réprimandés. Ça veut dire que on entend Joyce Echaquan crier, on entend des gens lui crier des insultes, il n'y a aucune réaction des gens qui entourent ces personnes-là qui dealent avec Joyce Echaquan. Ça veut dire que c'est toute la culture de l'organisation qui est contaminée. Ah, c'est ça le racisme systémique. François Legault dit qu'il n'y a pas au Québec un système qui fabrique des racistes. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas ça le racisme systémique. Ce n'est pas un système qui fabrique des racistes. C'est la culture d'une organisation qui est contaminée par de la discrimination. Et encore aujourd'hui, les Québécois francophones subissent encore les traces du passé, de leur rapport difficile avec le Canada anglais. D'où, en fait, ce que tu as voulu faire ressortir, l'aberration de prétendre pouvoir retirer, sans y faire face, retirer la question du racisme systémique du débat, comme si, d'un trait de plume, pof, le racisme systémique n'existerait plus. Et c'est un des problèmes qu'il y a dans le débat sur la question du racisme systémique au Québec, c'est qu'on refuse d'y faire face parce que, moi je reviens au fait que tu as souligné que le gouvernement, c'est le gouvernement du Québec, mais le fait que le gouvernement refuse d'y faire face, il y a un déficit important si on veut changer le système, parce que c'est le gouvernement qui donne le ton aussi. Oui. Mais c'est d'autant plus important que François Legault disait
il y a des racistes, mais il n'y a pas de racisme systémique. OK, parfait. Maintenant, je lui dis, depuis le temps que vous avez dit ça et que vous voulez résoudre le problème, d'abord, présentez-moi 3 racistes québécois. D'accord? Présentez-moi 3 racistes québécois. Okay? Et puis, dites-moi ce que vous allez en faire. Et qui assume. Et qui assume, et dites-moi ce que vous allez en faire. Ouais. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche qui que ce soit de dire « je suis raciste » ? Est-ce qu'il y a une loi qui empêche quelqu'un de mettre une pancarte en avant de sa maison qui dit « je suis raciste » ? Est-ce qu'il y a une loi qui empêche quelqu'un de mettre une plaque en avant de sa voiture pour dire « je suis un raciste, parle-moi pas » ? Okay. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit aux gens de refuser de louer un appartement à quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est homosexuelle, parce qu'elle est LGBTQ? Est-ce qu'il y a une loi qui punit ce genre de discrimination? Oui, il y a des lois pour ça. Donc, on ne punit pas l'idéologie, on punit le comportement. C'est le comportement qui sort du racisme systémique. Quand je fais des conférences sur le racisme systémique, la première chose que je dis aux gens, vous êtes aujourd'hui devant moi 200 personnes. Si je me demande au cours de la dernière semaine combien de personnes ont eu une attitude raciste, un comportement misogyne, une pensée homophobe, un comportement misogyne, un propos sexiste, le total, c'est pas 200, c'est 201. OK? Très bien. Vous êtes 200, et si je pose cette question, nous serons 201 personnes à avoir eu ce genre de choses. Parce que nous faisons tous partie de la même culture. Nous sommes soumis aux mêmes pressions qui viennent des racistes, des misogynes, des homophobes, des antisémites, des transphobes, etc., etc. Nous sommes soumis à ces pressions-là. Et parce que nous sommes soumis à ces pressions, nous sommes constamment en questionnement de dire « Wow, hey, moi, eux autres, là, on le sait bien, là. Wow. » Bien sûr, Pierre-Emmanuel, toi, moi, des gens qui nous écoutent, qui évoluons, qui sommes toujours en espèce de travail sur nous-mêmes pour essayer d'être meilleurs à chaque fois. Mais on va contrôler ces choses-là, on va faire notre propre éducation, on a des enfants autour de nous, on va faire attention pour ne pas transmettre certaines choses. Mais n'empêche que nous sommes soumis à ces pressions-là constamment. Tu sais, moi, je vis au Québec depuis 1970. Je les ai entendus, l'humour québécois raciste, l'humour québécois misogyne, l'humour québécois homophobe. J'ai tout entendu ça. Donc, c'est sûr que je suis imprégné de cet environnement qui fait que constamment, toi et moi, nous devons nous remettre en question tous les jours. Et moi, c'est ce que j'invite les gens à faire. Remettez-vous en question tous les jours. Parce que le racisme systémique, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. Donc, qu'il y ait des racistes ou pas, il y a des gens qui contaminent nos esprits. Donc, et Pierre-Emmanuel, c'est très important de penser, par exemple, pour nous, de la communauté haïtienne, quand on parle de racisme systémique, de se poser des questions. Comment voyons-nous les Maliens, les Sénégalais? Comment voyons-nous les gens du Nord quand on vient du Sud? Comment voyons-nous les femmes dans nos sociétés? Comment traitons-nous les femmes dans nos sociétés? Nous ne sommes pas à l'abri. Ce n'est pas une affaire de blanc contre noir, de blanc contre autochtone. C'est une affaire parfois entre nous aussi. J'ai fait la démonstration suite à un événement qui s'est passé avec la police. Je crois que c'était à Minneapolis ou à Memphis, je ne me rappelle plus, où une dizaine de policiers noirs avaient battu à mort un jeune noir, un automobiliste noir. Et puis, j'avais été interviewé à l'émission de Patrick Masbourian à Radio-Canada, puis j'avais dit, mais c'était du racisme. Et il me dit, mais comment pouvez-vous parler de racisme puisque c'est des Noirs qui ont tué un Noir? Je dis, mais c'est pas des Noirs qui ont tué un Noir.
Ce sont des policiers qui répondent à la culture d'un service de police qui, lui, ce service de police, est raciste. Ce n'est pas les individus. Ce sont des attentes qui sont inscrites dans la culture de l'organisation. Mhm. Et, mais pour revenir à cette question dans le débat public, est-ce que, selon toi, Frédéric, il y a des avancées qui ont été enregistrées par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y ait, depuis 20 ans, moi j'entends le fait qu'il faut mettre, Michael Jean avait évoqué la chose de fort belle manière en disant que j'étais la tache noire sur un écran blanc. Et on a l'impression encore d'avoir une fois comme ça de temps en temps, une tache noire sur un écran blanc. Comme par exemple dans tous les autres espaces publics, on se bat à avoir ne serait-ce que le quota. Tu parlais du fait qu'il y ait un combat qui est engagé sur le papier, et c'est vrai. Mais entre le quota qui est fixé et la réalité de personnes racisées dans des institutions, dans des conseils d'administration, on en est encore loin. Mais est-ce qu'il y a quand même des avancées? Je me sens obligé de te répondre vraiment comme un sociologue. D'accord? Euh, Changer une structure, ça se fait comme ça. Un changement de culture, et c'est là que François Legault a raison, ça prend des dizaines, des dizaines, des dizaines et parfois des siècles à changer. Donc, malheureusement, je te parle à toi, je sais que nous ne sommes pas que des Haïtiens qui écoutent ton émission, mais nous, par exemple, les Haïtiens, nous sommes dans une culture de l'instantané. Nous voulons des résultats de notre vivant. Nous voulons voir les changements de notre vivant. Or, quand on fait une transformation culturelle, un changement de culture, il faut y aller par étapes. Oui, Michael Jean était peut-être la tache noire sur un écran blanc, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a quand même une meilleure représentation. Mais malgré tout, même s'il y a une meilleure représentation, on a encore à se dire qu'il y a de l'espace à occuper, non pas seulement en quantité, mais aussi en niveau, en qualité, en la qualité des postes qui sont offerts. J'ai travaillé pendant, tu le sais, avec le service de police de Montréal, avec le SPVM, et sur cette question-là. Et moi, une des choses que j'ai soulevées, c'est que oui, il y a peut-être plus de policiers dans la police, mais on va les retrouver au niveau des patrouilleurs. Au niveau du quota dans les cadres, dans des postes de commandement, etc., ça va être différent. Mais en même temps, je dois aussi admettre que le changement de culture a fait que le SPVM, la ville de Montréal, ont eu cette grandeur de dire nous adressons le problème et là on va faire rentrer, on va ouvrir les portes, on va aménager l'entrée des jeunes hommes et femmes de différentes communautés dans la police. Mais Pierre-Emmanuel, toi et moi, nous savons que le véritable résultat, le véritable effort qu'il faudra faire, c'est probablement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand ces jeunes-là qui viennent de rentrer depuis les 10 ou 15 dernières années, ben, vont se retrouver à la porte des postes de commandement. Et là, on pourra questionner le service de police pour dire, mais écoutez, vous avez des gens qui ont gravi les échelons, vous avez des gens qui ont construit à partir de la base. Comment ça se fait que rendu à ce niveau-là, il y a un plafond? Et j'utilise l'expression à bon escient quand je parle du plafond. Okay? C'est très important. Parce que tu vois bien où je viens avec ça. Quand on parle de discrimination systémique, le symbole le plus clair de ça, c'est le plafond de verre pour les femmes. Alors, imagine que dans une société comme la société québécoise, qui est une société contemporaine, ouverte, une des sociétés les plus inclusives qu'on peut avoir, moi,
J'en suis très fier, comme Québécois d'origine haïtienne, de voir qu'on vit dans cette société-là où, oui, il y a quelques anicroches, mais essentiellement, les politiques publiques québécoises sont des politiques publiques axées sur la diversité, axées sur l'égalité des droits. Il n'y a aucun souci pour moi avec ça. Évidemment, d'un gouvernement à l'autre, on peut avoir des discours qui sont plus des discours politiques qu'autre chose. Mais en réalité, l'État québécois est un État qui assume le respect des droits de tous les citoyens. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que le plafond de verre au Québec, actuellement, c'est que les femmes vont arriver à un certain niveau où ça ne passe plus. Pas parce qu'elles sont francophones, anglophones, blanches, noires, parce qu'elles sont femmes. Le plafond de verre est la parfaite expression de la misogynie systémique. Et ce qui est intéressant quand on parle de misogynie systémique, de racisme systémique, d'homophobie systémique, ce qui est intéressant, mais en même temps complexe, c'est qu'on n'identifie pas nécessairement un individu qui a mis le plafond là. Il n'y a personne. On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a mis le plafond là, puis c'est lui le coupable. Non, c'est une culture. Le plafond de verre, c'est une culture. C'est au fil des années. Et la notion du plafond de verre, que j'aime beaucoup comme image, c'est en l'associant avec l'expression, c'est ma fille qui me rappelait, qu'en associant les deux, ça donne une image encore plus intéressante. L'expression « the sky is the limit ». Effectivement, tu es l'oiseau qui monte, qui vole, qui vole, qui vole, qui vole, qui vole, et tu ne vois pas le plafond de verre, puisque c'est subtil. Tu penses pouvoir continuer de monter avec la même force, et puis, paf, tu te rends compte brusquement, non, tu arrêtes de monter. La limite était avant le sky, avant le ciel. Exact. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le plafond de verre. C'est parce que cet oiseau dont te parle ta fille est convaincue qu'elle peut prendre son envol puis aller là où elle veut. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et tout d'un coup, l'oiseau frappe un plafond qu'il ne voit pas. Parce qu'il n'est pas il n'est pas au même niveau pour tout le monde. Hein. J'ai fait une démonstration où je dis que, par exemple, au Québec, il y a ça varie entre 70 et 83, 78 et 83% du revenu des femmes comparativement aux hommes. D'accord? Quand on va regarder chez les femmes noires, on va se retrouver à peu près, les femmes afrodescendantes, on va se retrouver à peu près à 65% du revenu des hommes. Les femmes arabo-musulmanes ont leur propre plafond, qui est à 50% du revenu des hommes. Donc déjà, pour une femme afro-musulmane, il faut, pour se rendre au niveau des hommes, il faut qu'elle pète son propre plafond, le plafond des femmes noires, et ensuite le plafond des femmes pour pouvoir passer. Elle a 3 plafonds. Et là, je ne te parle même pas des femmes autochtones. Parce que là, on parle de plancher. On ne parle pas de plafond. C'est ça. On parle de plancher. Donc, c'est-à-dire que si tu prends une femme noire qui doit d'abord subir une discrimination comme noire, ensuite une discrimination comme femme, elle n'est pas soumise à un seul problème. Donc, je pense qu'il y a eu une expression là, qui avait fait débat dernièrement là, sur en fait, les différentes des gens qui vivent toutes sortes de discriminations en même temps. Alors, je n'ajoute pas d'handicap. Je ne lui ajoute pas un autre problème supplémentaire à cette femme. Je ne prends pas une femme arabo-musulmane qui est handicapée, qui est de la communauté LGBTQ, etc. Donc, on imagine toutes sortes de problèmes que la personne va rencontrer en même temps dans son ascension. Une prochaine fois, Frédéric, on va regarder parce qu'il y a une hiérarchisation. Tu as bien fait d'aborder les différents aspects de ce plafond de verre, les différents aspects de ce racisme systémique, mais au niveau des personnes racisées, il y a aussi une hiérarchisation. On partirait peut-être des origines de l'esclavage pour essayer de regarder là où le tort a commencé.
Mais c'est un processus intéressant qu'on soit de l'autre côté du mouvement Black Lives Matter, parce que je dis de l'autre côté parce qu'il y a une baisse de régime. On s'est rendu compte que c'était comme d'ailleurs un effet de mode, parce que la lutte est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Et on verra aussi ce que tous ces combats, tous ces moments ont apporté comme bienfait ou comme méfait dans le combat contre le racisme systémique. Quel plaisir chaque fois d'échanger avec toi, Frédéric Boiron. Professeur Boiron, à bientôt. Avec plaisir, Pierre-Emmanuel, et puis continue ce travail d'enseignement et de renseignement pour tous ceux et celles qui choisissent de t'écouter. On a besoin de faire des débats. Et c'est justement ce que je reproche à Yves-François Blanchette, c'est de vouloir faire taire les gens sur des thèmes qui préoccupent tout le monde, qui devraient préoccuper tout le monde. Si on veut travailler sur ce vivre ensemble, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur d'adresser les choses comme elles doivent être adressées, avec sérénité. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de partager, mais aussi d'échanger avec nous. Ça fera plaisir à Frédéric Boiron, au professeur Boiron, de réagir par rapport à vos réactions. On se retrouve une prochaine fois. Bonjour, bonsoir, Frédéric Boiron, à bientôt. À très bientôt. Merci à tous et à bientôt.